Bonjour mes amis, depuis tout à l'heure je suis en train de rouler pour réfléchir un peu. J'écoutais de la musique, j'écoutais un opéra de Verdi, et puis j'allais sur une route nationale avec beaucoup de méandres, beaucoup de virages, et j'avais cette impression de dessiner ces virages. La voiture collée à la route, des pneus Michelin de 27 pouces, le génie français. Et puis moi, j'étais perdu de mes pensées, et dans mes pensées, quelque part, j'avais cette impression que qu'en agissant, qu'en roulant, je créais la route. Des fois, je croisais des gens, je m'arrêtais à des feux rouges, je voyais des gens. Des fois, je traversais des villages et je voyais des gens ouvrir leur maison et rentrer. Et j'avais envie de leur dire de me prendre avec eux. J'avais envie de leur dire, prenez-moi à l'intérieur, je veux venir avec vous. Là maintenant, je suis au cimetière. J'aime bien ce cimetière. C'est un endroit de paix, c'est un endroit de tranquillité. C'est un endroit aussi qui me réconcilie avec la mort. Il me réconcilie pas avec la souffrance, mais il me réconcilie avec l'idée de ne plus être, avec l'idée de dormir là. C'est pas une idée qui en soi me dérange ou me rebute. C'est une perspective même qui, quelque part, ne manque pas d'intérêt. C'est Voilà, je suis là et je m'imprègne, je m'imprègne de l'esprit du lieu. Et voilà, je sais que nous sommes mortels, nous sommes vivants. Aujourd'hui, nous sommes là, puis un jour, on n'est pas là. Et c'est c'est un cycle, c'est un système, c'est une manière qu'a notre monde d'exister, d'évoluer. Et il y a des moments où je suis en paix avec ça, des moments moins, mais il y a des moments où je suis en paix avec ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais beaucoup de choses à dire en fait. Je voulais vous parler de plein de choses et d'autres. Vous savez, je discutais avec quelqu'un. Je discutais avec quelqu'un. Je sais plus de quoi je discutais avec quelqu'un. Il y a une telle paix dans cet endroit. Il y a une telle paix dans cet endroit que j'ai presque des scrupules à parler des choses, des choses de ce monde en fait. Presque envie de rester dans cette ambiance un petit peu hors du temps en étant garé ici. Mais je suis sûr que vous n'allez pas être content si je ne vous disais rien du tout. Donc, écoutez, je suis ce qui se passe en France. Regardez comme brutalement je reviens à la réalité. Je suis ce qui se passe en France et je reçois beaucoup de messages de gens. Alors, quelqu'un m'a écrit tout à l'heure en me disant que le pass sanitaire, le pass de la honte, est contraire à la Constitution, est contraire à l'esprit des lois, est contraire à la Déclaration de l'homme et du citoyen, est contraire aux conventions internationales dont la France est signataire et tout ça. Mais vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose, que avoir raison sur ce plan-là, méfiez-vous d'avoir raison sur ce plan, parce que souvent ça ne va pas très loin. Vous savez, tous les pays qui torturent les gens, qui organisent des fois des disparitions, qui organisent des violations parfois massives des droits de l'homme. Vous savez quoi? Quand vous regardez leurs lois, il n'y a rien à redire. Leurs lois interdisent la torture, leurs lois interdisent les exécutions sommaires, leurs lois interdisent l'injustice. Ils sont signataires d'une tripotée de documents internationaux qui affirment des choses avec beaucoup de force, n'est-ce pas? Des choses très nobles. Mais dans la pratique, ils font ce qu'ils veulent. Alors, bon, voilà. Je voulais vous dire de faire gaffe que une fois qu'on a des autorités qui sont complètement hors contrôle, qui ne respectent plus rien, qui sortent du chemin, on va dire, de la légitimité,
À partir de là, franchement, vous pouvez avoir n'importe quoi dans la Constitution, ça ne vous empêchera pas d'avoir n'importe quoi sur le terrain. Alors, autre chose que je voulais vous dire, je parlais à quelqu'un aujourd'hui, et oui, là je commence doucement à quelque part à revenir dans le monde. Je parlais à quelqu'un, et puis l'histoire, c'était qu'il y a une personne en France qui est double nationale, qui est double nationalité. Et cette personne est arrivée à l'aéroport, à un contrôle, et puis on lui a demandé si elle avait nationalité française, si elle était française. Le gars en question est binational. Et en fait, d'après le flic qui a posé la question, il lui a dit, si vous êtes étranger, je ne vous demanderai pas le pass sanitaire. Alors écoutez, je voulais vous signaler cela parce que effectivement, si demain, par exemple, je vais en France, je suis visiteur, c'est vrai que je n'ai pas de passe sanitaire. D'accord? J'ai un passeport étranger, je peux le montrer et dire je suis réfugié politique. Hein, en rajoutant 2-3 mots derrière pour renforcer le message, façon le Père Noël, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai pensé que vous passez ce message, c'est que si vous êtes, vous aussi, d'origine étrangère, regardez si vous ne pouvez pas obtenir un passeport littéralement de complaisance. Il y a toujours une ambassade, selon vos grands-parents, selon vos parents, selon... Comment? Vous pouvez obtenir un passeport d'un autre pays. Et à ce moment-là, vous pouvez circuler sans avoir besoin de montrer le pass sanitaire. Alors, c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Mais nous nous approchons dangereusement de ce moment que nous avions tous pressenti, où en France, il vaudrait mieux avoir un passeport étranger qu'un passeport français. Nous y sommes, vous voyez. Alors voilà, j'ai déjà un ami qui m'a dit aujourd'hui qu'il allait demander un passeport. Lui, il est français, il est né français, même si ses parents viennent d'un autre pays. Il ne s'est jamais intéressé à cet autre pays, n'a jamais obtenu un passeport de cet autre pays, mais maintenant il y travaille. Parce qu'il a réalisé que soudainement, être étranger en France, ça a son intérêt. C'est terrible vers où vers où ce pays va. Incroyable. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il y a plein de choses qui étaient prévisibles. Ce qui arrive aujourd'hui en France n'était pas prévisible. Je vais pas venir vers vous et vous dire, écoutez, oui, voilà, je savais. Non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Vous vous rappelez quand j'étais à Zagreb? Vous vous rappelez à l'époque quand j'étais à Zagreb? Vous savez que dans les 10 jours avant cette époque-là, j'étais en discussion avec des propriétaires en France. Dans un endroit perdu en France, au centre de la France. Je ne saurais même pas vous le trouvez sur une carte. Pète de mouche, littéralement. Et en fait, je voulais louer une maison. Ça coûte pas cher, ça coûte que dalle dans ces endroits. Et j'étais en discussion avec 2-3 proprios. Il y en a même un que j'ai payé. J'avais même payé le premier mois. J'avais payé le premier mois. C'est un Britannique qui possédait une maison là-bas. Et en fait, mon choix s'était porté sur la France. Pour vous dire que je sais que la France est un pays où les gens n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement. Je sais que le Royaume-Uni est un pays relativement soumis. C'est un pays où, franchement, du moment qu'une chose s'appelle la loi, peu importe, ça peut être une loi scélérate, le concept de loi scélérate n'existe pas dans ce pays. N'importe qui peut passer une loi, puis à partir de là, tout le monde va l'appliquer les yeux fermés, sans esprit critique. La France, j'avais un espoir très fort. Pourquoi je n'ai pas été en France, j'étais à Zagreb? Parce que juste avant, peu de temps avant mon départ, il y a eu des restrictions qui ont été mises en place en France, en particulier un couvre-feu et des restrictions sur la circulation. Je me voyais mal traverser la moitié du pays avec une voiture anglaise et me faire arrêter à des barrages et me faire embêter et tout ça. Et finalement, j'ai décidé de ne pas aller en France.
Et le proprio m'a intégralement remboursé, il a été très sympa. Mais pour vous dire que je ne l'ai pas vu, je ne le savais pas. Et je n'ai pas vu. Même si j'avais pas une grande foi en ce pays, je ne vous cache pas, si vous regardez mes vidéos sur les 10 dernières années, j'ai toujours été inquiet que chaque fois qu'on creusait profondément, on pouvait encore aller plus loin. Mais là, soudainement, je suis pris de court. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. C'est un petit peu comme, pardon pour l'exemple un peu morbide, mais vous savez, des fois, on a des gens malades dans notre entourage, qui ont des maladies parfois lourdes, vous savez. Et on sait que c'est des maladies qui limitent la vie. On sait que cette maladie finira par les emporter. Puis après, on s'embourgeoise là-dedans, dans le sens où ils sont vivants jour après jour, ils vivent, ils sont là avec nous. Et à un moment donné, on oublie cette maladie mortelle. Quelque part, on l'intègre et on oublie qu'elle peut les prendre d'un moment à l'autre. Et un jour, il meurt. Et on est surpris. On est surpris alors que on n'était pas censé l'être. On savait. Mais voilà, on est surpris quand même. Ça arrive, ça arrive. Donc vous savez, voilà, c'est un petit peu comme si je voyais des fondamentaux se dégrader. Je voyais des fondamentaux partir vers le bas. Et soudainement, quand il y a ce décrochage, c'est un peu, vous savez, on connaît ça en bourse. Il y a un titre boursier qui va mal. Alors il fait quoi? Il descend lentement, souvent lentement, pendant pas mal de temps lentement. Et un jour, pouf, il décroche, il dévisse. Il dévisse un peu comme cet alpiniste dans la corde ou dans le piton lâche et il tombe de 30 mètres d'un coup. J'ai l'impression que là, nous sommes dans une chute de cette manière-là, une chute très, très brutale. Et j'ai vraiment des craintes. J'ai peur que si le système, si le régime arrive à mettre en place ce système-là, j'ai peur que jamais il ne voudra revenir dessus. J'ai peur qu'il faille des révolutions terribles, des révolutions vraiment de taille 1 sur 1, quoi. Pas des maquettes, hein, pas des démonstrations, des vraies révolutions. Pour pouvoir rétablir les choses vers leur cours normal. Et que ce soit les citoyens, donc nous, qui avons des hommes politiques, qui avons un État à notre service et pas le contraire. Qu'on ne devienne pas les serfs de l'État. Parce que là, il y a le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la chose. Mais j'ai vu des recours. Par exemple, j'ai lu celui de monsieur ou du maître de Visio, je crois. On dit de Visio, c'est ça? J'ai lu son recours, très intéressant. Quelque chose que j'aurais pu rajouter personnellement si j'avais eu à écrire quelque chose qu'on ne se passe. Il a très bien fait les choses, il a très bien fait le travail, hein, il est super bien fait. Je ne cherche pas, moi, à surenchérir sur ce maître. Mais tout simplement, ce que je voulais vous dire, c'est... j'ai parlé ici, par exemple, à des gens, parce qu'ici, on cherche discrètement à implémenter le pass sanitaire. On cherche à dire aux entreprises, aux business, vous savez, si vous voulez l'implanter, vous pouvez y aller. Hein, donc c'est très perfide. Très perfide, c'est un peu à l'image de la politique du pays. Et en fait, j'ai parlé à des gens qui sont étrangers et j'ai constaté la double peine à laquelle ils sont soumis. Double épée de Damoclès. Parce que certains étrangers sont ici au bénéfice d'un visa de travail. Ça signifie qu'ils ont un sponsor, c'est leur employeur. L'employeur sponsorise le visa. Ça donne un pouvoir extrême à l'employeur sur eux et sur leurs choix, y compris des choix liés à la bioéthique et à l'intégrité du corps. Et en fait, l'employeur a un ascendant énorme sur ces gens-là. Parce que s'il refuse de se plier au désir de l'employeur, fût-il ce désir d'une demande de droit de cuissage, ils peuvent se retrouver en dehors de leur travail. Ils peuvent perdre leur travail et automatiquement perdre leur visa, n'est-ce pas? Et puis perdre donc leur droit de séjourner dans le pays et se retrouver chez eux. On ne se rend pas compte que cette catégorie de gens souffre doublement parce que d'autres personnes qui ne sont pas soumises à ce genre de pression, elles se disent, bon, j'abandonne ce travail, je vais trouver un autre. Mais ce n'est pas
une option ouverte pour tout le monde. Voilà. Pour finir, j'ai parlé, à discuter avec une amie, nous avons discuté avec une amie, et en fait elle nous a expliqué, parce que elle nous a expliqué elle a le pass sanitaire, n'est-ce pas? Ayant le pass sanitaire, elle appartient à une classe de gens qui voyagent dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles du commun du mortel. Le commun des mortels, c'est nous. Et en fait, à l'entendre parler, j'imaginais un jet privé, luisant sous le soleil, poli, par des petites mains, comme ça, toute la journée, qui le rendent brillant. Je voyais un tapis rouge déployé jusqu'à l'escalier de ce jet privé, à l'intérieur duquel du champagne frappé attendait dans des seaux, à côté desquels il y avait une hôtesse de l'air, longiligne, interminable, en micro-jupe avec un sourire, on dirait qu'elle a 50 dents. Et je voyais même une place assise dans les bus pour ces gens-là. Et en fait, la réalité est tout autre. La réalité, c'est 5 heures du matin, Gatwick, Ryanair, une file d'attente interminable, et même si affinité, la tige qui se faufile à l'intérieur de la narine, avec une sorte de loterie de PCR, un test potentiellement positif, potentiellement négatif. Comprenez? Moi, je croyais que j'avais affaire à une people. Je croyais avoir affaire à une VIP. Mais non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Des gens, vous savez, quand j'étais petit, on m'a parlé de scabreux, ce que je vais dire. Je ne devrais pas dire ça dans un cimetière. Je ne devrais pas dire ça. C'est un exemple très fort. C'est un exemple qui ruine un Shabbat. On m'avait parlé de filles qui couchaient. J'ai failli dire qui se prostituaient. En termes de prostitution, d'ailleurs, je vois beaucoup de journalistes, je vois beaucoup d'experts en France, dans le siège social, se trouvent sur le trottoir. Mais je disais en aparté que il y a des filles dont on m'a parlé qui couchaient pour un coca. On m'avait dit pour une bouteille de coca. Alors aujourd'hui, je vois des gens qui commettent des actes qui sont sur le plan moral similaires pour un siège dans un avion de Ryanair, pour 50% sur un kebab, pour un hamburger gratuit, pour une réduction de 10% dans un taxi. Voilà. J'arrive pas à croire que notre monde soit tombé aussi bas. Cela dit, on va pas se lamenter sur le monde qui est tombé aussi bas. On va essayer de nous dire, vous savez, quand on voit la guerre, c'est que il y a de la discorde et ça veut dire qu'il faut travailler pour faire avancer la paix, il faut travailler pour faire avancer l'entente entre les gens. Quand on voit la bêtise, ça veut dire qu'il faut travailler pour faire avancer l'intelligence. Quand on voit l'ignorance, ça veut dire qu'il faut se battre pour faire avancer le savoir. Donc voilà, en fait, nous sommes sur cette terre, on vit, on est là, aujourd'hui on est là, un jour on meurt, on descend là-dessous, là, comme ça. Ce n'est pas le Club Med 1. On n'est pas là pour chanter, danser, rigoler, rire, n'est-ce pas? J'aime pas la culture du rire. Je déteste ça, la culture du rire. Je suis pas un gars drôle, en fait, à la base. À la base, je suis pas un gars drôle. Ça m'arrive de rire. Mais... des fois, je ris même de mes propres blagues, mais au fond, je manque d'humour, je trouve. C'est vrai. À tout prendre, je pense que je manque d'humour. Je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus. Mais j'ai pas envie de vivre et d'aborder la vie au travers du rire, au travers de la dérision. Et je pense que nous sommes là pour apprendre des choses, pour faire des choses.
Et le fait que la vie ou que le monde ne soit pas à la hauteur de l'image qu'on a ou de l'attente qu'on puisse des fois nourrir au sujet de ce monde, nous prouve quoi? Nous prouve que il faut qu'on travaille. Il faut qu'on aide ce monde à remonter et à être meilleur. C'est ça en fait l'idée. C'est ça la réalité. C'est pas s'évader dans la dérision ou dans le cynisme ou s'évader dans des drogues ou s'évader dans de la consommation ou dans des... Non, il ne faut pas s'évader, il faut faire face. Il faut faire face, y aller. Y aller. Prendre la chose à bras le corps. Voilà. Et puis, si ce monde va mal, c'est pas de la faute des autres. C'est un échec collectif. C'est mon échec, c'est ton échec. C'est notre échec à tous. Nous qui étions là pour rendre le monde meilleur, nous avons travaillé et nous avons échoué. Nous avons travaillé. Est-ce qu'on a une obligation de résultat? On a une obligation de moyens, pas nécessairement une obligation de résultat. Donc, mais malgré tout, quand même, on est encore loin du but. C'est peut-être une bonne chose quelque part. Ça nous dit que nous sommes utiles et que nous avons des choses à faire et que nous faisons partie de ce monde et nous sommes l'oxygène de ce monde, nous sommes les cellules immunitaires de ce monde, si vous voulez, et nous devons faire ce rôle. Voilà, nous devons travailler. On ne se laisse pas abattre, on remonte les manches, quand on en a, là je n'en ai même pas, on remonte ses manches et on travaille et on cherche à faire de ce monde une place meilleure. Et honnêtement, on a beaucoup de travail. C'est un grand chantier. Mais il y a des gens qui ont construit les pyramides. Ils n'avaient pas de laser, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de... Quoique, je sais pas. Ils n'avaient pas les moyens qui sont les nôtres. Ils ont réussi à construire les pyramides. On peut faire la même chose. Donc pour moi, on ne demande pas de construire les pyramides, on ne demande pas autant. Mais on peut essayer d'améliorer notre monde. Comme on peut. Pas évident, mais il y a de quoi faire. Merci mes amis d'avoir été avec moi, d'être restés avec moi jusqu'à maintenant. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, vous avez du mérite. Merci en tout cas. J'essaie de partager avec vous et ça c'est l'ambiance cimetière, vous savez. C'est le mood cimetière. Je suis ici et quand j'arrive ici, je deviens différent. Je me sens différent. Je sais pas comment différent, mais vous savez de quoi je parle. Les mots sont pas toujours capables d'exprimer les choses. Les mots sont faibles. C'est le langage. Le langage, c'est de la salive qui passe à travers l'air avec la salive, à travers des cordes qui vibrent, qui fabriquent des sons. Et je me rends compte qu'ils sont très limités. Mais toutes les images que j'ai données à travers cette vidéo, c'était pour communiquer de manière indirecte un peu ce que je ressens. Si vous avez suivi jusque-là, vous devez le ressentir. Merci encore en tout cas. Je vais rentrer chez moi. Et par rapport à la France, malgré tout ce que j'ai dit, je fais toujours confiance au génie français. Je fais confiance à votre capacité de rebondir. Et puis, on réparera tout ça, puis on lui pèlera le jonc, comme disaient les visiteurs. À très bientôt, mes amis.